Nous allons revenir sur ce qui s'est passé à Saint-Brévin-les-Pins. 14 000 habitants en Loire-Atlantique. Le maire, Yannick Morez, a décidé de démissionner. La maison du maire a été incendiée, ainsi que ses voitures personnelles. Il a été menacé. Pourquoi ? Parce que il avait le projet de déplacer le centre d'accueil de demandeurs d'asile près d'une école élémentaire de Saint-Brévin. Et là, tout à coup, avalanche d'insultes, de menaces, et certains sont passés à l'acte. Et il y a eu des manifestations d'extrême droite, notamment du Rassemblement national, mais plus encore de militants de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Et c'est la raison pour laquelle, au-delà de cette violence exprimée à l'égard d'un élu, au-delà de cela, je voulais ouvrir le débat sur la présence des réfugiés dans les communes françaises, la présence de réfugiés. Et je pose la question, accepteriez-vous l'installation d'un centre pour réfugiés dans votre commune ? Nous avons plusieurs invités avec nous. Je suis très heureux de vous recevoir. Je vais commencer avec Pascal Brice, président de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité et ancien directeur de l'Office français de protection des réfugiés apatrides. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Philippe Fontana, vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes auteur de La vérité sur le droit d'asile aux éditions de l'Observatoire. Avec nous également Olivier Servat, qui est député Lyotte de Guadeloupe. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis en ligne, Guy Geoffroy, qui est avec nous, maire de Comble-la-Ville, dans le 77, vice-président de l'Association des maires de France. Olivier Servat, vous avez entendu deux débatteurs. Que vouliez-vous dire ? Je rappelle que vous êtes député Lyotte de Guadeloupe. Eh bien, ce qu'on veut dire, c'est que c'est une situation triste. Ce maire qui doit démissionner, il a subi des pressions depuis plusieurs mois. L'État français a eu connaissance de cela. Alors, vous avez parlé de courrier du président de la République. Le président de la République lui a écrit le 3 avril. Oui, mais... On ne savait pas que c'était le 3 avril. Oui, mais vous avez lu le courrier ? À aucun moment il ne dénonce les violences, les menaces, les intimidations. À aucun moment il ne parle. Il aurait dû le faire. Il aurait dû le faire. Oui, à mon avis, oui, il aurait dû parler de ces militants d'extrême droite. Et je crains que parfois nos responsables politiques nationaux soient un peu à la botte, lèchent les bottes des thèses du Rassemblement national et de l'extrême. C'est grave ce que vous dites. Vous dites qu'il y a une complicité entre le pouvoir en place aujourd'hui et les militants d'extrême droite. Je dis. Et l'extrême droite en France. Je dis qu'à un moment donné, il faut prendre des positions très claires. Et quand on n'est pas en mesure de condamner très clairement, très fermement des positions extrémistes qui aboutissent au feu, à ce qu'un homme, un élu de la République, donc la République, puisse être incendié, qu'il y ait des femmes, des enfants qui soient menacés, c'est inacceptable. Et donc, moi je considère qu'à un moment donné, la République et au plus haut niveau de l'État doit s'exprimer très clairement en condamnant, premièrement, ces actions. Et surtout en pointant du doigt qui sont les responsables. Ah ben justement, on ne sait pas. Qui a mis le feu ? Si, on sait qui a... On sait qui est venu manifester et qui a attisé le feu. Et donc, on doit condamner cela. Et donc, je dis très clairement qu'il y a un paquet de lois qui protègent les élus de la République. Je constate qu'en 2020, il y a 200% plus d'actes contre les élus de la République. C'est grave. Chez moi, en Guadeloupe, la semaine dernière, un maire a fini dans le lagon de sa marina parce qu'il a demandé à quelques riverains de faire moins de bruit au sortir de la marina. On ne peut pas accepter ça. Et dès qu'il y a, à un moment donné, des positions extrémistes, et on doit les qualifier, les regarder en face, qui conduisent à des actes violents, on doit très clairement les condamner. Et je crains qu'aujourd'hui, ce maire n'ait pas été assez protégé quand il aurait fallu le faire, et que cette démission met devant sa responsabilité les gouvernants, le ministre de l'Intérieur, la Première ministre, le président de la République qui écrit un courrier vide, qui ne parle pas de l'essentiel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Olivier Servat ? Philippe Fontana ? Depuis 2019, depuis que le Sénat s'est penché là-dessus avec un rapport de Philippe Bas, on sait que les élus sont de plus en plus menacés alors qu'ils devraient être sanctuarisés. C'est le président Chirac qui avait très bien décrit le maire comme l'élu qui est le plus proche de nos concitoyens. Olivier Servat. Concernant le droit d'asile, plus généralement, parce que vos auditeurs parfois seront un peu perdus,
parlons d'immigration finalement, c'est de ce dont on parle là. C'est un débat où 80% des Français considèrent qu'on ne peut pas le tenir sereinement, parce qu'il est trop clivant. Alors, on le sent bien aujourd'hui. En réalité, tout n'est pas noir ou blanc dans l'immigration. Un peu d'histoire rapide, je veux dire. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, et jusqu'aux 30 Glorieuses, on a eu besoin d'une immigration pour pouvoir reconstruire le pays. C'était une immigration finalement d'hommes. Après, il y a eu une tension sur la croissance économique et ça a été plus une immigration finalement familiale qui aujourd'hui crée un certain nombre de tensions. Donc oui, on doit lutter contre l'immigration clandestine. Oui, très fermement, avec les moyens adéquats de l'État. Oui. Mais en même temps, lorsque, et vous y faisiez référence, les restaurateurs aujourd'hui vous disent « je n'ai pas de main-d'œuvre ». Je ne trouve personne pour y travailler. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais fermer. Lorsque dans le BTP, on vous dit « je vais fermer ». Lorsqu'aujourd'hui, même dans vos médias, vous disiez que la natalité française diminue. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? À un moment donné, on doit faire, oui, de l'immigration choisie, intelligente, en fonction des besoins du pays, la France. Est-ce qu'on peut se dire ça simplement, sans vouloir prendre des positions idéologiques? Alors là, ça me fait plaisir ce que vous dites. Malheureusement, ce débat est très vite dévoyé par des postures politiciennes. C'est ce que je dénonce, y compris peut-être ce matin. Parlons-en sereinement. Mais oui. Je veux dire, c'est pas parce qu'on dit qu'il faut lutter contre l'immigration clandestine que je deviens tout de suite un monstre. C'est pas parce que je dis qu'on a besoin d'immigration choisie en France que je deviens tout de suite un dévoyeur de la République française. Donc, parlons en face, regardons-nous avec honnêteté, entre Français, n'est-ce pas? Et disons les choses telles qu'elles sont dans l'intérêt de la France, sans vouloir, stigmatiser des positions de l'un ou de l'autre. Moi, je souscris totalement à votre analyse. Bien, je voudrais terminer. Je remarque que les Ukrainiens ont été très bien accueillis en France, les réfugiés ukrainiens. Bon, c'est juste une petite remarque au passage, Olivier Servat. Elle est importante. Elle est importante. Bien sûr. Faut qu'on se regarde en face, Monsieur Bourdin. Oui. Les Ukrainiens, a priori, ils ont le type standard de l'Européen classique. Attendez. Puis ils sont nos voisins. Ils sont aussi nos voisins. Bien sûr, mais j'allais y arriver. Oui. Ils partagent une forme de même culture, etc. Oui. Donc, en réalité, ce dont on parle, c'est la peur aussi de la différence. C'est d'un racisme latent. De la différence. Je ne parle pas de racisme. Moi, j'accepte qu'il y ait une sorte de crainte de la différence. Et effectivement, lorsque quelqu'un arrive chez soi, il faut qu'il puisse s'adapter aux us et coutumes de là où il arrive. On est d'accord. Maintenant, il faut se dire aussi que l'immigration, c'est séculaire en France. Ça existe depuis des siècles. Et aujourd'hui, la France ne serait pas ce qu'elle est s'il n'y avait pas eu ce phénomène. C'est Édouard Glissant qui le dit, ce poète martiniquais, de créolisation. C'est quoi la créolisation? C'est d'accepter l'autre dans sa richesse, dans sa différence, dans la mesure où celui-ci même nous considère comme faisant un tour dans le monde et où on ne peut pas dérespecter ce qui est... À la mesure où celui qui arrive respecte les lois du pays où il est accueilli. Bien sûr. Donc, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'on pourrait simplement tomber d'accord sur le fait que la France a toujours eu besoin d'immigration et qu'elle en aura encore besoin de l'immigration choisie. 1. 2. Qu'il faut que ceux qui arrivent s'adaptent aux règles et aux coutumes du pays. Et 3. Qu'à un moment donné, que lorsque on veut stigmatisé, non pas parce que c'est un étranger, mais parce que il est différent apparemment du standard, et bien qu'on le dise et qu'on puisse dépassionner ce débat. Alors, merci Olivier Servat. Merci à vous. Et merci Pascal Brice d'être venu nous voir tous les trois. C'est passionnant, non? Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.